aujourd'hui, celui, c'est-à-dire moi-même, qui est le professeur, donc par définition, qui essaye toujours de mettre de l'ordre et du sens là où il n'y en a pas. Et puis il y a le véritable expert de terrain qui lui connaît la réalité des choses. Donc en fonction de ça, on essaiera d'avoir un dialogue et M. Tony Wang lui interviendra en anglais. Voilà. Donc le thème de cette première intervention, c'est l'implantation en Chine. Vous savez que, alors bien sûr, les Européens en général, les Occidentaux en général, et les Européens en particulier, s'intéressent à la Chine depuis longtemps, mais c'est pas parce qu'on s'intéresse à la Chine que l'on peut s'y installer. Vous savez que pendant des années, il était très difficile pour les Occidentaux d'envisager des relations d'affaires et des relations de business avec l'Empire du Milieu. C'était difficile. La Chine ne peut être considérée que sur un plan global, vous voyez. Et donc, je pense qu'on ne peut pas travailler comme ça. Il faut accepter de passer du temps, de venir souvent. Il faut d'ailleurs même accepter de passer du temps, mais il faut aussi accepter de perdre du temps quand on va s'implanter en Chine. Et moi, je crois à une chose. Je pense qu'aujourd'hui, les experts français, européens, ne sont peut-être pas les mieux placés pour apprendre aux chefs d'entreprise occidentaux comment aller en Chine. Je crois qu'aujourd'hui, les managers chinois, les consultants chinois, ont un rôle de pédagogie à avoir vis-à-vis des investisseurs étrangers en leur disant « Mesdames, Messieurs, voilà comment on travaille avec nous. Voilà comment on travaille chez nous. » Tout à l'heure, vous avez dit que le coût logistique en Chine est très élevé. Et considéré, oui. Oui, donc savez-vous quoi? Est-ce qu'il y a dans ce domaine, il y a des opportunités pour les entreprises françaises? Entreprises françaises. Vous avez les sociétés de formation aux langues étrangères. On n'a quasiment aucun exemple d'une société de formation aux langues étrangères qui n'ait pas réussi son business plan, ses affaires en Chine. Le deuxième, dans le service toujours, hein, le deuxième domaine où quasiment tout le monde réussit aujourd'hui en Chine, c'est quality control, tout ce qui est contrôle qualité. Et le troisième, c'est justement le conseil en logistique. Alors soit le conseil, soit même la prestation. Mais aujourd'hui, les experts en logistique, il y en a d'ailleurs souvent dans les grands cabinets conseils, les experts en logistique constituent une ressource très importante sur le marché chinois, parce que le pays est très grand, parce qu'il y a des problèmes de transport qui sont spécifiques. Quand on analyse effectivement, vous savez, la route, le fer, la navigation, il y a des zones où ça se passe bien, mais dès que vous commencez à devoir transporter un certain nombre de choses, de zones un peu plus reculées, ça devient plus compliqué. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans les années à venir, les gens qui ont une expertise en logistique, soit en conseil, soit même dans l'opérationnel, vous voyez, ils ont vraiment un grand avenir dans le pays. Je ne suis pas moi-même un spécialiste de logistique, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai été très frappé par cette idée que les trois métiers où tout le monde gagne de l'argent, c'est la formation aux langues, le contrôle qualité et la logistique. Voilà. Ok, merci, encore merci pour tous, merci d'être venus. Vous connaissez tous le très grand projet, qui est un des plus grands projets du monde, le projet de barrage hydraulique de Trois-Gorges, auquel Alstom Hydro participe, et là nous sommes sur la partie rive droite maintenant. C'est un projet d'une taille qui ne nous permet pas uniquement, je dirais, d'être réalisé à partir de l'unité chinoise. Il y a au moins 5 ou 6 unités dans le monde qui participent techniquement au niveau de l'ingénierie, au niveau de la fabrication à ce projet. Donc il nous faut, nos ingénieurs, qu'ils soient en Chine ou ailleurs, doivent avoir la capacité de travailler en équipe avec leurs homologues et leurs collègues du Brésil, du Canada, de la Suisse, du Centre de technologie de Grenoble, etc. Donc pour nous, le fait également de recruter des jeunes comme vous-même, et d'où notre présence ici, donc ça c'est aussi important, des jeunes qui, de par leurs propres études, leurs stages, ont pu, je dirais, travailler, vivre, faire des études à l'étranger, dans notre milieu, déjà avoir une expérience, une première expérience internationale, sont un atout évidemment supplémentaire, parce que
ils seront un lien ensuite dans le développement d'une culture beaucoup plus internationale pour faire le business dans leur pays d'origine. Voilà. À propos donc, au niveau de comment identifier les talents chinois, je retiens que vous recherchez avant tout un profil international. Donc là, on a la chance aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des talents chinois avec un profil international. Deuxième point que je retiens, c'est que la capacité de travail dans un environnement international, donc travailler avec une équipe interculturelle, là aussi je retiens que vous avez ce potentiel-là. Je représente une petite compagnie qui représente 50 personnes à Paris et une dizaine de personnes en Chine. D'ailleurs, mon collaborateur chinois qui se charge du recrutement en Chine vient d'arriver. Et donc c'est peut-être l'occasion malgré tout, et à ma petite mesure, de vous montrer l'autre extrémité du scope, c'est-à-dire la problématique d'identification et de fidélisation des talents chinois d'une PME. Puisque quelle que soit notre activité, qui est, vous l'avez dit, du conseil en direction générale, on reste une PME avec des problématiques de PME. Et en termes de volumétrie notamment, on ne cherche pas le même nombre de talents chinois qu'une entreprise comme Alstom. De l'entretien d'embauche, on m'a demandé est-ce que vous pouvez dire trois votre points forts, points faibles. Donc je voudrais demander à M. Farkak, d'être vice-président de Human Resources, lequel point fort et lequel point faible vous voulez entendre et vous ne voulez pas entendre. Merci. Je vais vous faire une vraie réponse de DRH. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais la réponse. Je vais vous donner mon expérience en la matière. Il n'y a pas de point fort et de point faible intrinsèquement. Il s'apprécie toujours dans un contexte qui est celui de l'entreprise, celui dans un poste et dans une mission pour laquelle on recrute. Et moi, ce qui m'intéresse, peu importe les points forts et les points faibles des gens, ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient la bonne connaissance de leurs points forts et de leurs points faibles. C'est-à-dire cette capacité de maturité ou de prendre du recul avec soi-même. Parce que si on est conscient de ses forces et faiblesses, on a déjà une supériorité par rapport aux petits copains, c'est qu'on va pouvoir changer. Comment le consommateur chinois perçoit les produits français? Simplement parce que, d'abord, il n'y a pas qu'un consommateur chinois, il y a beaucoup de consommateurs chinois, donc dire le consommateur chinois, c'est déjà quelque chose de difficile. Donc, le consommateur chinois et l'évolution rapide de la consommation, le Made in France et les stéréotypes qui y sont attachés, la notion de prisme et de valeur culturelle, et enfin quelques approches marketing. Le consommateur chinois, c'est bien évidemment une rencontre entre ce qu'on appelle des valeurs traditionnelles de consommation et puis des valeurs qu'on va qualifier de valeurs aspirationnelles. Alors, derrière ce mot un peu compliqué, aspirationnel veut dire qu'on s'ouvre à un nouveau style de consommation. La femme chinoise urbaine, qui consacre un budget qui est relativement important à la beauté, à l'apparence. On dit que les jeunes filles consacrent jusqu'à 30% de leur argent de poche pour des produits cosmétiques, des parfums, etc. Enfin, parfums pas trop, plutôt des produits cosmétiques, des produits de maquillage. Donc il y a là une évolution. Alors, vous reconnaissez sans doute cette actrice, non? Oui. Alors bon, représente-t-elle ou pas la femme chinoise d'aujourd'hui? Moi, je n'en sais rien. Ce qu'on m'a dit, c'est que lorsqu'on a défini, à travers différentes enquêtes, la femme chinoise, on a dit qu'elle est authentique, confiante, moderne, soucieuse de réussite. Elle exprime une beauté intérieure, mais elle reste un peu mystérieuse. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous vous identifiez à cette femme chinoise ou pas? C'est pas la même. Alors, c'est du genre. Laquelle pour vous est plus proche? Je crois que c'est celle de gauche. en blanc. En blanc, hein. Oui. Voilà. Celle de droite, elle fait trop cinéma? Non? Oui. Ou trop traditionnel? Oui. C'est pas la même génération.
Alors là, d'accord. Donc, alors là, si vous me le dites, hein,